الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر. يمكنكم تعبئة رصيدكم أو تسديد فاتورتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا. ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-paiement.mobilis.dz وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقة البنكية CIB. مع ارسل لي لموبيليس كل شيء سهل، الفاتورة مدفوعة ورصيد معبي وين ما كنتوا ووقت ما عبيتوا. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour une nouvelle émission de C'est l'heure du foot. Ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence pour parler football bien évidemment et revenir un petit peu parler de la CAN puisque c'est l'épilogue aujourd'hui avec cette finale et justement au sommaire de ce 16e numéro de la saison. On reviendra sur la disparition mercredi donc de l'une des légendes du football algérien, Abdelhamid Zouba, donc qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. On parlera, je le disais donc, de la CAN avec ce match et cette finale dans quelques heures, hein, dans un peu moins de quasiment 2 heures de temps maintenant entre l'Égypte et le Sénégal au stade Olembe de Yaoundé. On parlera de la Liga, bien évidemment, avec le CRB qui s'est adjugé le trophée honorifique de champion d'hiver pour la 3e année de suite, notamment après sa victoire face au Wydad de Tlemcen, 3-0, c'était hier, alors que la GS Saoura a été tenue en échec à domicile par le RC Lerba 0 partout, et on finit par la Ligue 2 avec une nouvelle victoire du RC Kouba qui s'impose à côté donc à Ben Aknoun 2-0, alors que dans le groupe centre-est, l'équipe de la GS Borj Mlayen c'est pas imposé, mais a été tenu en échec par le MOC de Constantine. Et on parlera aussi de la GS Kabylie, puisque dans quelques minutes, l'équipe de la GSK affrontera l'équipe du Swaziland, l'équipe des Royal Léopards, pour le compte du match retour des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir de retrouver mes amis Abdelnour Kawa et Ahmed Laribi. Abdelnour, déjà bonsoir. Bonsoir et bon retour parmi nous. Merci. Vous nous avez un peu manqué. Ah ben merci. Mais vous avez été chargé d'une mission très honorable. Hein. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas terminé comme on a voulu. Et donc bonsoir à Ahmed également et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Saïd, c'est vrai que tu resteras toujours un ami, si ce n'est pas un frère, et puis j'espère que vous avez récupéré de votre séjour au Cameroun. Ah ben il faut, si Mokhtar m'écoute, hein, il faut au moins 2 semaines de repos, c'est ça? 3 semaines. 3 semaines. Alors messieurs, on va commencer par une triste nouvelle, puisque mercredi dernier nous a quitté l'une des légendes du football algérien, Abdelhamid Zouba, qui faisait partie évidemment de l'équipe, la glorieuse équipe du FLN. Abdelhamid Zouba qui était malade depuis déjà quelques semaines et qui nous a quitté, Rabbi Rahmo, je le disais, à l'âge de 86 ans. Il devait faire ses 87 ans au mois d'avril. Abdelnour Kawa, vous l'avez côtoyé, ça a été une nouvelle assez quand même triste de voir Abdelhamid Zouba s'en aller. Bien évidemment, quand on perd des êtres très chers, et Dieu sait combien Hamid Zouba m'était personnellement très cher. J'ai eu l'honneur d'avoir été convoqué sous sa houlette en 1969 quand il était entraîneur national avec Abdelaziz Bentifo, Allah yarhamou. Et bon, par la suite, je l'ai eu comme entraîneur au Mouloudia avec ce fameux triplé. C'est ça. Et même par la suite, j'ai eu l'occasion d'être toujours en contact avec lui,
Même au niveau, quand il était directeur technique national, j'étais à l'époque dans le staff avec Madjer. Par la suite, on a gardé de très bonnes relations. Je lui ai rendu visite quand il était malade. Bien sûr que c'est une perte. Malheureusement, il a fait partie, vous l'avez dit, de la glorieuse équipe FLM. Il a fait partie des gens qui ont sacrifié un peu leur carrière au profit du drapeau national. Ils ont été les ambassadeurs de l'Algérie dans pas mal de pays. Et malheureusement, ils sont tous en train de disparaître. Il n'en reste que 3 aujourd'hui. C'est Rachid Mokhlofi à qui on souhaite un prompt rétablissement parce qu'il est un peu malade. Mohamed Maouche, bien évidemment, et Defnoun. Que Dieu leur prête encore une longue vie, Inch'Allah. Tout ce qu'on peut dire de Hamid, c'est que ça a été non seulement un grand entraîneur, mais un grand homme. Hein. Il a fait partie de mes mentors avec Ismaïl Kabatou, à qui je dois énormément. Donc Hamid, Allah yarhamou, a toujours été de bons conseils dans l'orientation de ma carrière d'entraîneur, bien évidemment, à l'époque où j'étais entraîneur de club, et puis par la suite, quand je me suis converti en entraîneur des gardiens de but, il sera inoubliable pour moi. Hein. Au même titre que tous les anciens, j'ai eu cet insigne honneur de pratiquement tous les côtoyer, de les connaître. C'était des grands hommes. Hein. De toutes les façons, je pense que ce qu'ils ont fait à travers leur sacrifice, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas prêts à le faire. C'est ça. Donc c'était un honneur pour moi de les avoir côtoyés. Ahmed, un petit mot sur le défunt Hamid Zouba. Oui, rahmatullah alayh, je pense que Abdenour a tout dit sur ce grand homme. Moi, je l'ai connu au niveau de la Ligue. J'étais affecté par la DGS à l'époque, dans le département sélection et formation. Il venait assister aux réunions. C'est un gars qui ne parlait pas beaucoup. C'est ça. Mais Très discret. Très discret, mais quand il prenait voilà, mais avec des conseils. Tout à fait. J'ai pu discuter avec on ceux va qui revenir l'ont un petit peu côtoyé, au conseil, voilà. si vous me permettez. Donc, je dirais tout simplement que moi, ce qui me chagrine et ce qui me fait mal au cœur, c'est que pendant leur vivant, des gens comme Zouba, comme Kamel Lemmi, rahmatullah alayh, comme Ami Ismaïl Khabatou, que Abdenour connaît très bien, on n'a pas profité de leur vécu, de leur expérience. Donc, ne serait-ce que par des conseils, des orientations. C'est malheureux, il faut le dire. C'est vrai que Abdenour a dit qu'il ne reste que 3. Ils étaient 33, maintenant ils se retrouvent à 3. J'espère que ces 3 vont essayer d'apporter leur expérience au football national. Et puis, juste pour l'information, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, même vous, je pense que vous ne le savez pas, Saïd, Hamid Zouba a entraîné l'équipe de Salon aussi. Ça, c'est pour l'histoire. Très bien. C'est exact. C'est ça. Donc, Hamid Zouba qui a été aussi à 4 reprises entraîneur adjoint en sélection nationale. Il était parmi le staff aussi en 1976 lors du triplé, vous le disiez tout à l'heure. C'était un architecte aussi, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Ce qui nous avait ramené à l'époque, Allah yarhamou, bon, le Mouloudia, on avait déjà eu des titres. Hein. On avait eu le championnat, on avait eu la Coupe du Maghreb, on a eu, à part 2 fois d'ailleurs, on a eu des Coupes d'Algérie, mais quand il est arrivé en 1974, il a innové dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de la préparation physique, dans le domaine organisationnel, puisqu'il nous a bien mis en place sur les terrains. Et il faut dire aussi qu'on avait des joueurs qui étaient exceptionnels également. Hein. Donc, avec tout ça, il a réussi en une année à avoir un triplé, chose qui n'était pas évidente au départ, surtout pour la Coupe d'Afrique. Hein. On n'avait pas d'expérience. Et juste pour l'anecdote, hein, je vais le raconter encore une fois, puisque je l'avais déjà raconté, quand on a joué le match retour du Caire contre le Ali, à la fin du match, on s'était qualifié puisqu'on les avait battus 3-0 au 5 juillet, puis on s'était incliné par un penalty au Caire. À la fin du match, l'entraîneur hongrois, qui était Idé Gouti à l'époque, qui était un grand entraîneur, hein, était venu vers lui. Il lui avait offert sa montre en lui disant « Mborka alikoum l'kas », alors que nous étions en 8e de finale. Hamid a été touché par ça, et puis il s'est dit « Tiens, là, on vient de battre. » C'est vrai que le Ahli du Caire à l'époque était une très très grande équipe, était parmi les meilleures équipes africaines, et nous on était le petit poussé dans tout ça. Hein. Et ben ça l'avait travaillé, puis il nous avait dit tiens, ça c'est une reconnaissance extraordinaire, et j'espère qu'on va remporter cette coupe.
Mercredi aussi, il y a eu la disparition d'un autre joueur, un ancien joueur de l'équipe de l'USM Belabès, Abdi Djilali, ancien international aussi, qui nous a quittés mercredi, dans la nuit de mercredi, donc à l'âge de 79 ans, mais aussi aujourd'hui une autre perte pour le football national avec Abdelmalek Ali Messaoud, le natif de Annaba, ancien international et ancien joueur de l'USMA d'Alger, qui s'est éteint à l'âge de 66 ans. Ça fait mal de voir ces anciens joueurs ça aide, nous quitter. Ça fait déjà quelques temps de cela. Hein. La famille du football est en train de perdre beaucoup de ses enfants. Et on en parlait tout à l'heure, Abdelnour. Il n'y a pas une semaine, voilà. Chaque début d'émission, malheureusement, et notamment avec le début, la Covid, depuis cette maudite maladie de la Covid. Donc on en parle chaque semaine, des décès qui concernent pas uniquement le football. Certes, c'est une émission de foot, on parle de foot, mais ça touche énormément de monde, de personnes à travers le monde. Pour revenir très rapidement sur Abdi Djilali, ça a été un joueur mythique de l'USM Belabès, hein, joueur et capitaine d'équipe. Que peut-être la génération actuelle ne connaissent pas, bien sûr. C'est ce qui est navrant. Mais c'était un des meilleurs milieux de terrain à l'époque en Algérie, puisqu'il a été international. Et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages avec lui quand je commençais mes premiers pas en équipe nationale. C'était quelqu'un d'abord qui avait une très très forte personnalité. Bien sûr, on garde toujours de bons souvenirs. Pour revenir maintenant à Abdelmalek Ali Messaoud, Allah yarhamou, également, c'était un très bon ami. On avait fait beaucoup de sélections ensemble en 1976. Ça m'a énormément peiné. J'étais sur la route là, en venant à l'émission et j'ai su pendant des informations de 15 heures qu'il était décédé. Ça m'a fait énormément de peine. On perd également un grand joueur, hein, qui était un des meilleurs défenseurs latéraux gauche. C'est un joueur exceptionnel, non seulement de par sa qualité de jeu, mais également par sa prestance. Il avait une personnalité également. On rigolait énormément avec lui, mais il était très sérieux. Allah yarhamou, Allah yarham également Abdi Djilali et tous ceux qui sont décédés pendant cette période de... Je vais vous donner, Allah yarhamou, je vais vous donner la parole dans un instant, Ahmed Laribi. On va suivre ce sujet qu'a réalisé donc pour nous notre ami Mokhtar Hamani sur le défunt Abdelhamid Zouba et on revient. Quel périlleux exercice celui de résumer la riche carrière de l'une des légendes du football algérien au lendemain de sa disparition. Hamid Zouba, membre de la glorieuse équipe du FLN, nous quitte, laissant derrière lui une grande et belle histoire à raconter en moins de 20 ans. Avec ses coéquipiers et frères d'armes, Hamid Zouba pouvait passer des heures à parler de ce qui est considéré comme la première formation nationale de football. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie. Parce que 62, 63, 64, c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc nous avons continué de servir le football national. Ce devoir de servir justement le football et la cause nationale, Hamid Zouba l'avait dignement appliqué lorsqu'il était joueur professionnel en France au sein du club de Niort. Et au moment où il avait, sans hésiter, rejoint, 13 avril 1958, ses autres compagnons d'armes pour constituer l'équipe du FLN. Une idée de génie qui fera connaître au monde entier la cause nationale à travers le football. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. Alors on nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. L'amour pour l'Algérie, Hamid Zouba l'avait exprimé à travers ses prouesses techniques pour séduire et surtout obtenir le respect des grandes équipes. Celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France.
Un sourire qui reflète la fierté du devoir accompli et d'une aventure qui ne s'arrêtera pas après l'indépendance, puisqu'il continuera à servir le pays en tant qu'entraîneur national et le triplé historique Coupe Championnat et Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia d'Alger resteront collés au riche palmarès de Ami Hamid. Effectivement, mais aussi on en parlait juste avant le sujet du décès aussi donc de Abdi Djilali et aujourd'hui de Abdelmalek Ali Messaoud que vous avez connu. Oui, je l'ai connu, j'ai joué contre lui lorsqu'il jouait à l'USM Alger, finale de la Coupe d'Algérie en 78. C'était à l'époque la première coupe de la réforme sportive. Et puis en parlant de Abdi Djilali, je dirais tout simplement que c'est un cas que j'ai connu. Il est mort à l'âge de 79 ans. Puis c'était un milieu de terrain très élégant, était impulsif. Et puis il a été champion d'Algérie. Enfin, il a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 avec la sélection algérienne. En Éthiopie. En Éthiopie. Et puis il était champion avec son club l'USM Labès en 66 au niveau de la D3, Division 3. Et une année après, il était champion d'Algérie aussi avec la D2. Et puis en 91, juste pour l'histoire Saïd, il a remporté la Coupe d'Afrique, Coupe d'Algérie avec l'USM Labès, c'était en 1991. Donc c'est un gars entraîneur, et puis il me semble qu'il est parti un petit peu dans le silence, dans l'anima, dans tout ce qu'on peut dire pour tous les gens qui nous ont quittés. Rahmatullah alayhum, Inch'Allah. Rahmatullah alayhum, mais c'est la vie, hein. La vie est ainsi faite, Rabbi yarhamhum, mais évidemment on a une pensée pour eux et pour leur famille, évidemment nos condoléances une nouvelle fois. Et on va parler maintenant, on va passer au football action, messieurs, avec cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 33e phase finale de la CAN qui se tient toujours donc au Cameroun, avec l'épilogue aujourd'hui, cette finale qui va opposer, on peut parler d'une finale assez équilibré entre deux sélections, deux monstres du football africain. Certes, l'Égypte au niveau du palmarès inégalable avec 7 trophées remportés, alors que le Sénégal, malgré des générations assez exceptionnelles, si on peut utiliser le terme, mais qui n'a pas encore remporté de titre africain, et peut-être ça sera une première pour les Sénégalais qui disputent donc à partir de 20h leur 3e finale de CAN. Il y a eu 2 défaites, la première face au Cameroun 2002 et la deuxième face à l'Algérie donc en 2019. Ça sera une finale assez ouverte, messieurs. Comment voyez-vous ce match et cette finale? Justement, ça va être 2 styles tout à fait opposés. L'Égypte est une équipe qui a prouvé tout au long de cette Coupe d'Afrique, c'est une équipe très solide, très solidaire, un réseau défensif pratiquement infranchissable au même titre que le Sénégal, puisque l'Égypte, depuis le premier match qu'ils ont joué, ils n'ont encaissé que 2 buts. Le Sénégal, par contre, n'en a encaissé qu'un. Et sur les 2 buts que l'Égypte a encaissés, il y a eu un but sur penalty. Donc ce sont 2 défenses qui sont très solides. Maintenant, la différence, c'est vrai, quand on voit individuellement l'équipe du Sénégal, on se dit sur le papier, c'est une très grande équipe. D'ailleurs, les 11 rentrants et puis tous les remplaçants, hein, il n'y a que des grands joueurs. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, l'Égypte, avec pratiquement 7 fois détenteur de la Coupe d'Afrique, a quand même une expérience, et on l'a vu à travers les matchs qu'ils ont joués. C'est une équipe qui est très compacte et qui est pour moi comme un rouleau compresseur, hein. On n'a pas l'impression de les voir jouer, mais ils ont un style de jeu qui leur est propre et ils arrivent toujours par terminer. Bon, il y a un joueur exceptionnel qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est Mohamed Salah, et ils sont très aigués, il y a quand même pas mal de joueurs. Mais moi, la découverte dans cette Coupe d'Afrique, c'est un peu le gardien de but. Après Chenaoui, Abou Jabel est rentré remplaçant. D'ailleurs, le premier match, il a réussi à donner de l'assise. Justement, on va en parler tout à l'heure des gardiens de but en Égypte. C'est quasiment une tradition depuis des années. Depuis toujours. Cette sélection, l'Égypte a toujours eu de très bons gardiens. Moi, je voudrais revenir avec vous, Ahmed, avant d'axer notre débat sur cette finale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amertume pour la sélection algérienne quand on voit le niveau de cette CAN au final? Quand on voit les matchs,
jusqu'à cette finale qui va se dérouler dans quelques minutes. On se dit que l'Algérie s'est loupée et aurait pu l'emporter, aurait pu maintenir en tout cas, garder son trophée pour une deuxième édition de suite. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration, de déception, mais c'est ça, ça fait partie de la loi du football. Et vous le savez très bien, Saïd. Et puis, c'est vrai que ce qui est arrivé à l'Algérie, à notre sélection nationale, au départ, personne n'avait pensé qu'on allait être éliminé dès le premier tour. Ce qui ne nous est pas arrivé pendant 3 années, il nous est arrivé en 4 jours. Ce qui veut dire qu'en 4 jours, on a perdu 2 défaites, alors qu'auparavant, on était invincible. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la loi du football. Maintenant, il faut savoir rebondir. Bon, je voudrais revenir tout simplement sur le Sénégal et l'Égypte. On va en parler, Je vais vous donner la parole. On va suivre justement ce sujet puisque j'étais présent au Cameroun pour suivre cette CAN. Il est vrai que, messieurs, moi je peux vous le confirmer, hein, notamment lors du premier match face à la Sierra Leone, il faut savoir qu'il faisait très très chaud, mais il n'y a pas que la chaleur qui fait mal, c'est surtout l'humidité. Et je pense que peut-être que les joueurs de l'équipe nationale ne s'étaient pas encore habitués au climat de Douala, puisqu'il faut savoir qu'entre Douala et Yaoundé, le climat n'est pas pareil. Différent. Déjà, il est différent. Effectivement, Yaoundé, c'est 6 à 7 degrés de moins. Et moins de taux d'humidité également. Et un taux d'humidité qui est moins élevé, moins important qu'à Douala. Je pense que ça évidemment, ce n'est pas des prétextes. Et Belmadi... ça influe négativement. Ça influe, façon, exactement. ça, c'est certain. Quand on est une équipe qui attaque face à une équipe comme la Sierra Leone qui n'a fait que défendre, et chapeau à elle, puisque cette équipe sort de ce tournoi avec au moins le mérite d'avoir tenu en échec le champion d'Afrique. On va suivre ce sujet et on revient. En attendant de connaître tout à l'heure le vainqueur entre le Sénégal et l'Égypte en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 33e phase finale fut, pour le moins que l'on puisse dire, assez particulière compte tenu des nombreux événements qui l'ont marqué. Championne d'Afrique en titre pour encore quelques minutes, la sélection algérienne, fortement attendue lors de ce tournoi, n'a pas su confirmer sa belle série d'invincibilité, stoppée notamment par une surprenante mais séduisante équipe équato-guinéenne. Les Verts n'ont pas été ridicules, mais ont surtout manqué d'efficacité face au but. Et justement, l'inefficacité a été le maître mot de la compétition, puisque les attaquants ont eu du mal à briller et très souvent les scores ont été très serrés, notamment au premier tour. Les Verts auront cruellement manqué de chance, pas aidés non plus par une pelouse du stade Japoma, à la limite du praticable et un climat loin d'être avantageux. Des conditions pas simples, mais pas question de trouver des excuses pour le coach national Djamel Belmadi qui, aussitôt revenu à la maison, a commencé à préparer la double confrontation décisive du mois prochain face aux Lions indomptables où là, il ne faudra surtout pas se louper pour ne pas voir le rêve du mondial au Qatar s'évaporer après tant d'efforts et de succès surtout ces 3 dernières années. Et au-delà de cette élimination au premier tour, c'est la dégringolade que connaîtra notre sélection au niveau du fameux classement FIFA à l'issue de ce tournoi continental. Les Verts 29e au classement mondial au début de la compétition vont se retrouver à la 43e position lors du classement du mois de février, soit un recul de 14 places. Au niveau africain, l'Algérie sera désormais 7e. Les coéquipiers de Riyad Mahrez qui ont bénéficié du soutien de leurs supporters malgré cet échec inattendu savent quoi faire désormais pour leur redonner du bonheur et permettre à la sélection de prendre part à une 5e phase finale d'un mondial après les participations aux éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014. Et on espère voir une toute autre prestation, en tout cas de l'équipe nationale face au mois de mars. Et j'ai pas de doute sur la capacité des poulains de Djamel Belmadi de revenir au sommet pour ce match barrage face au Cameroun. Messieurs, rapidement, on parlait de cette CAN assez particulière avec tous les problèmes auxquels on a assisté, mais aussi au niveau du jeu, puisque c'est vrai qu'on se focalise sur l'Algérie, tenant du titre, on est algérien bien évidemment, on est un peu frustré par cette élimination dès le premier tour, mais il faut dire aussi que quasiment tous les favoris
sont passés à la trappe. On peut parler du Ghana éliminé au premier tour aussi, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui au final... Surtout la Côte d'Ivoire. Surtout la Côte d'Ivoire qui a fait quand même bonne impression face à l'Algérie et qui ensuite se fait éliminer. Qui pour moi avait le meilleur effectif de cette CAN. Malheureusement, ils sont passés également à côté. Ils ont été éliminés. Il y a le Nigeria. Le Nigeria, on pensait tous que le Nigeria allait écraser tout le monde. Mais quand on revoit le match qu'ils ont joué contre la Tunisie a fait un match exceptionnel. Donc, moi, je ne vois pas la Tunisie mériter de passer. C'est vrai que le Nigeria, on s'est dit, tiens, après avoir vu les trois premiers matchs, on s'est dit c'est une équipe qui va aller très loin. Bon, malheureusement, la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Quand on voit un peu le Cameroun, pays organisateur, avec tout ce qu'on a dit sur ce pays, sur cette équipe, ils ont été... Bon, hier, ils ont fait un match exceptionnel également, en perdre 3-0, revenir à 3-3, ils reviennent c'est pratiquement de nulle part. Et ils ont été classés, ils ont la médaille de bronze, comme on dit, sans avoir perdu aucun match. C'est ça. Donc, au final, c'est vrai que... Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette CAN. L'Égypte, on n'attendait pas forcément l'Égypte en finale, avec cette génération, comme disait, peut-être c'est pas la meilleure génération de l'histoire de l'Égypte, sachant que l'entraîneur, l'entraîneur Queiroz était critiqué alors de manière assez virulente par toute la presse égyptienne. Il y avait quasiment unanimité en Égypte. Dans la presse égyptienne et même la rue égyptienne, l'a critiqué très très violemment, notamment par rapport au projet de jeu qu'offrait le coach portugais, mais au final, il a réussi son coup, Ahmed. Oui, il a vraiment très très bien réussi son coup. Si on doit parler de l'entraîneur Queiroz, on peut en parler de lui. D'abord, avant les matchs à élimination directe. Bon, je vais revenir sur les matchs à élimination directe. C'est une équipe, une nation qui a joué 3 batailles de 120 minutes. Et quand on les voit jouer vers la fin des matchs... Vous faites bien de parler de la bataille physique. Et justement, c'est peut-être l'un des points forts de cette équipe égyptienne, c'est l'aspect physique. On a vu que physiquement, ils étaient au point. Oui, justement, parce que tout à l'heure, Abdel a parlé du bloc équipe. Moi, je vais essayer un petit peu de décortiquer. Le bloc équipe de cette équipe d'Égypte est vraiment phénoménal. Pourquoi ? D'abord, en perte de balle, il y a un repli défensif, les 3 lignes sont rétrécies, il n'y a pas d'espace. C'est ce qui a gêné toutes les nations qui ont joué contre cette équipe de l'Égypte. Et puis, si on doit enlever Mohamed Salah, qui n'est plus à présenter, on a senti, on a eu comme l'impression que Queiroz a mis un dispositif, une stratégie, une animation de jeu, où c'est un moule. Chaque joueur qui rentre en deuxième mi-temps, et il se fond dans le moule. Ce qui veut dire que l'empreinte de Queiroz a été vraiment très visible dans les matchs à élimination directe. Et puis le Sénégal, je profite de l'occasion, le Sénégal qui est vierge de trophées depuis, je pense, 60 ans. On peut dire que c'est l'occasion jamais pour le Sénégal, avec cette génération. Ça serait une véritable débâcle pour cette sélection de perdre une nouvelle fois en finale aujourd'hui. C'est vrai. Bien souligné Saïd, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que le Sénégal, avec l'effectif que possède le Sénégal, je pense que c'est l'effectif le plus cher et le plus riche d'Afrique. Mais en face, il y a une équipe qui est un bloc équipe vraiment extraordinaire. Donc à cette équipe de Sénégal d'être très patient dans son jeu, parce que l'Égypte, connaissant leur dispositif, ils ne vont pas, si vous voulez, laisser d'espace. Ils vont jouer toujours en bloc équipe, en perte de balle et en récupération de la balle. Oui, moi je voulais juste ajouter sur l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, après le forfait de Chinaoui, le gardien de but, on en a parlé, il est merveilleux finalement. Et la blessure de Hegazi, on s'est dit, tiens, défensivement, parce que Hegazi, c'est la tour de contrôle. Voilà, c'est la tour de contrôle de toute la défense égyptienne. Mais on l'a vu, il n'a pas joué contre le Cameroun. Son remplaçant a été autant merveilleux que lui. Hein. Donc, cette équipe égyptienne me fait rappeler un petit peu l'équipe algérienne. Voilà. En 2019. Je voulais arriver, parce que malgré les absences, je voulais arriver à ça. Je voulais arriver à ça. Ahmed l'a très bien souligné. Quand un joueur remplaçant rentre, il y a un moule qui a été fait par Queiroz. Et pour revenir un peu au Sénégal, moi, c'est très important. Vous savez, Aliou Cissé est entraîneur du Sénégal depuis 7 ans. Donc, ils lui ont donné beaucoup de temps pour préparer cette équipe. En 2019, il est arrivé en finale. Bon, il a perdu contre l'Algérie. On s'est dit, mais là, cette fois-ci, si jamais il n'arrive pas à avoir
la Coupe d'Afrique, je pense que ça va être sa fin de mission. Déjà qu'il a été lui aussi très critiqué, notamment après le rendement de cette équipe sénégalaise Exactement. durant cette compétition. Exactement. Et on peut parler d'une montée en puissance des Lions de la Teranga. Teranga, exactement, à de Nord. Cette équipe, quand on voit, elle se qualifie quasiment difficilement au premier tour. Avec une victoire inespérée lors du premier match, dans l'ultime quasiment minute du match, après match nul. Et on sentait que cette équipe montait en puissance. Et je pense que peut-être c'est ce que va aider peut-être cette équipe sénégalaise. C'est fort possible, c'est vrai. Pour cette finale. Vous me tendez la perche, c'est vrai qu'à travers les matchs qu'elle a livrés, on a senti rapidement que cette équipe, de match en match, monte en puissance. Peut-être elle a plus d'expérience. De maîtrise, de maturité, et puis il y a aussi ce vouloir de vouloir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en face, il y a une équipe qui a déjà eu 7 coupes, elle veut avoir sa 8e. Donc ça va être très très compliqué. Non, parlez-nous des gardiens, les gardiens égyptiens depuis. Moi, je parle pas des gardiens égyptiens. Moi, j'avais dit au début de cette Coupe d'Afrique, dans les émissions précédentes, que le vainqueur de cette Coupe d'Afrique aura certainement un des meilleurs gardiens du tournoi. Et là, on est en train de le voir pour l'instant, depuis qu'il est rentré. Hein, c'est Abou Jabel qui est actuellement. Il a marqué beaucoup de points. Qui a marqué énormément de points. Mais on revoit un peu. Chnaoui aussi. Chnaoui, bon, il est connu. Oui, Chnaoui est connu. Mais là, on est en train de découvrir un nouveau gardien. C'était pas évident. Hein. Même après, quand il s'était blessé, il a été remplacé par le troisième gardien. On s'est dit, tiens, ça va être la catastrophe. Mais malheureusement, le troisième gardien avait fait son boulot correctement. Exactement. Donc, pour revenir un peu au gardien de cette Coupe d'Afrique, bon, vous savez qu'il y a Mendy, qui est le meilleur gardien de l'année 2021. Bon, il y a Abou Jabel qu'on est en train de découvrir. Il y avait le gardien de la Guinée équatoriale qui n'était pas mauvais. Même le gardien de la Sierra Leone, il avait sorti un énorme match. Le fameux défenseur. Le meilleur africain. Mais ça veut dire que ce qu'on a remarqué dans cette Coupe d'Afrique, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de buts. Pour revenir à cette... J'en parlais dans le sujet, l'inefficacité. Pour revenir un peu à cette finale d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, l'Égypte a encaissé 2 buts, dont 1 sur penalty. Le Sénégal a encaissé 1 but. Donc ça va être les schémas défensifs les plus costauds qu'on aura vus dans cette Coupe d'Afrique. Et en plus, ce sont des équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts également. Donc ça va être pour moi un match très serré, ça va se jouer sur des détails. Vous pensez que ça sera une finale fermée aujourd'hui? Une finale fermée, certainement. Parce que l'Égypte, de toutes les façons, on a été à voir fermé côté Égypte. Hein. Côté Égypte, fermé. Bon, le Sénégal a une très bonne défense également. Hein. Mais ça va être des individualités. Bon, d'un côté, ce sont 2 amis qui se connaissent très bien. D'un côté, il va y avoir Mossala et de l'autre côté, il va y avoir Sadio Mané. Donc, et comme par hasard, je crois qu'ils vont être sur le même couloir. Donc ça va être... Ils vont se saluer. Voilà, ils vont se saluer à chaque fois. Alors, messieurs, en parlant donc de cette finale, rapidement, comment voyez-vous le pronostic? Si on doit évoquer un pronostic sur cette finale, vous voyez l'Égypte ou le Sénégal? Moi, j'aimerais bien que ce soit l'Égypte qui gagne, mais je vois un léger avantage aujourd'hui au Sénégal. Moi, je vais dire le contraire. Je pense que l'Égypte va essayer de se contenir derrière, laissant la possibilité de jeu et d'animation au profit du Sénégal. Mais je pense que l'Égypte peut aller à sa 3e bataille dans les 120 minutes. Très très bien, une finale que vous pouvez... À la fin du match, on verra. On verra, évidemment. Une finale que vous pouvez, évidemment, vous pourrez plutôt suivre en direct sur la chaîne terrestre de la télévision algérienne à partir de 20h. Messieurs, place maintenant au football local, à la Liga, après ce jingle. Et la Liga, justement, on le disait, il y a eu ce week-end le déroulement donc, de la 17e journée qui s'est tenue ce week-end. Mais il y a eu des matchs en retard, 2 matchs en retard qui se sont disputés jeudi avec justement la JSK et l'USMA d'Alger qui s'affrontaient pour le compte de la 7e journée au stade Omar Hamadi de Boulourine. Un match nul 0 partout entre 2 équipes. Peut-être on s'attendait à un meilleur spectacle, en tout cas des buts pour ce
classico, si on doit évoquer le terme de classico pour ce match, mais l'USMA et la GSK qui alternent des fois le bon et le moins bon et qui a réussi à éviter la défaite à Boulogne puisqu'elle restait sur 4 défaites face à l'USMA au stade Omar Hamadi. Effectivement, ça a été un match, on l'a vu, hein, ça a été un match plaisant à voir, mais malheureusement sans but. Là, la JSK, de toutes les façons, depuis le début de saison, je pense qu'ils sont en train de chercher des attaquants. Ça ne va pas être une chose aisée pour eux. Maintenant, l'USMA, au sortir de l'entraîneur Lavanne, il y a une intérim qui est en train de se faire. Est-ce qu'elle va durer ou pas? Ça, on ne sait pas. Et aux dernières nouvelles, il paraît que l'USMA va opter pour un entraîneur étranger. Donc, s'ils veulent vraiment jouer le titre, parce qu'ils sont pas loin hein, au niveau points, ils sont pas loin du CRB. Donc c'est dommage. Bon, c'est vrai que c'est un classico. Hein. L'USMA a toujours eu, surtout à domicile, a toujours fait de grands matchs contre la JSK. Mais malheureusement, bon, ça s'est terminé par un nul. C'est beaucoup plus un point précieux que la JSK ramène que le point précieux que l'USMA. Hein. C'est ça. La GSK et l'USMA sont dos à dos au classement. L'USMA 8e avec 27 points, alors que la GSK est 9e, donc avec 25 points, avec encore un match en retard à disputer pour la GSK. Ahmed Laribé, on peut dire que c'était un point ou un match nul équitable entre deux équipes qui n'ont pas voulu prendre énormément de risques. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de risques, mais j'ai eu l'occasion de voir ce match Saïd. En deuxième mi-temps, la copie de l'animation de jeu de cette équipe de GSK était meilleure que la première, parce que la GSK avait la possibilité de marquer au moins un but, si ce n'est pas deux. Je pense qu'un nul est très bon pour l'USMA, parce qu'elle aurait pu perdre le match. Et puis, il ne faut pas oublier que l'USMA perd ses joueurs ces derniers temps. Il y a Bekachi qui est blessé, il y a Belkacmi, et puis il y a Blaïd qui a été expulsé la semaine passée. Ce qui veut dire que cette équipe, comme l'a dit Abdelnour, se retrouve avec un entraîneur intérimaire. Soit on lui fait confiance, soit. Moi, je viens d'apprendre que l'US Alger va engager un entraîneur étranger. Ouais. Ça, c'est la conception du PDG. Ils avaient parlé à un moment donné de Amrani, ils avaient parlé à un moment donné de notre entraîneur local, mais aux dernières nouvelles, ils pencheraient beaucoup plus. Mais la problématique, ça va être pour terminer avec ce match entre l'USMA et GSK, je dirais tout simplement que l'US Alger est en panne d'attaquants au niveau de l'animation offensive. Ils sont à la recherche d'attaquants. Est-ce qu'il y a des attaquants sur le marché? Je ne sais pas. Et on reste avec la GS Kabylie. Amel, notre réalisatrice, si vous m'entendez, un petit saut du côté de Tizi Ouzou. Il y a le match en principe qui a débuté. Le match GS Kabylie Royal. Léopard, donc d'Eswatini, donc l'équipe du Swaziland, anciennement appelée Swaziland. On va essayer d'avoir en moi les images du début du match. Ça fait au moins 18 minutes que le match a débuté entre la GSK et cette équipe des Léopards, exactement. Plus. Léopard, tellement de... Sachant que ce match a été reporté à maintes reprises. Mais logiquement, on devait voir la GSK qualifiée sur tapis vert. Le match a été reporté. Le gros problème, bon, c'est vrai que le match a été... les arbitres sont venus, les officiels sont venus, et il manquait plus que l'adversaire. Voilà. Maintenant, la CAF a décidé de le faire rejouer, donc ils le rejouent. Mais malheureusement pour la GSK, ils ont beaucoup d'absents. Si jamais on 17 joueurs, 17 joueurs, pas mal de joueurs n'étaient pas qualifiés, plus les blessés, plus peut-être les Covidés. Donc ça fait une équipe de la GSK qui est nettement diminuée. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour pouvoir surpasser? Parce qu'il faudrait qu'ils gagnent par plus d'un but. Donc, on rappelle que le GSK a été battu au match aller 1-0 déjà il y a quelques semaines de cela. Mais en attendant d'avoir les images donc de ce match qui se joue en ce moment même donc entre la GSK et les Royal Léopards, on va passer à un autre match qui s'est tenu donc jeudi, un match en retard aussi de la 7e journée qui a opposé le Paradou Athletic Club au CS Constantine, un match donc qui a vu les deux équipes se quitter sur un score de parité, un but partout. On va voir les images et on revient. Au
Au stade de Dar el Beda, le Parado AC et le CIS Constantine n'ont pas pu se départager. Les Constantinois ont ouvert le score par le Béninois Kokpo à la 24e minute de jeu. Touchés dans leur amour-propre, les locaux se ruent en attaque et remettent les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Nader Benbouali à la 41e minute de jeu. La deuxième période n'aura pas vu de changement au tableau d'affichage et le match se termine sur ce score d'un but partout. Ils ont bien joué. Notre objectif était de faire le meilleur résultat possible. Nous avons bien joué comme voulait notre coach. C'est un résultat équitable pour les deux équipes. كما هما كانوا قادرين باش يفوزوا حنا ثاني كنا قادرين باش نفوزوا سان ماتش كان ايكيتابل. Le match s'est terminé un partout. Je pense que c'était un résultat équitable. Les deux équipes ils ont créé des occasions. حنا حبينا نكونفيرميو الريزلتا باسي مي بون ما كتبش ربي كانوا عندنا بزاف فرص شويه نظن بلي اليوم شويه تسرع ونقص خبره بعض اللاعبين هو اللي اثر على النتيجه. من الجزائري دائما واقف معنا مع بعض نروحوا بعيد. عنده الحق لازمني ايكيب باش ننجح. تبعوني مع بعض نروحوا بعيد. انا رشدين رشدين. وهكذا العالم يسمع بينا ويعرفونا وش قادرين نديرو. كان على بالي بلي جا هاد النهار بس ماشي لهاد الحد. رانا لحقنا. كتأمن في واش راك دير وزيد عندك فريق مليح حاجة ما تكون مستحيل. موبيليس معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. De retour sur le plateau de C'est l'heure du foot et en principe on a les images en direct du stade 1er novembre de Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et les Royal Léopards. Messieurs, match nul, un but partout entre les deux équipes. Voilà, on a les images. On joue la 23e minute de jeu. Et un but partout, ça ne fait pas les affaires de la JS Kabylie qui, à l'heure actuelle, est éliminée, puisque la GSK avait perdu 1-0 au match aller et doit l'emporter 3-1. Elle doit marquer encore 2 buts pour espérer se qualifier, sachant que la GSK avait fait pourtant le plus dur en ouvrant la marque dès la 3e minute de jeu.
Et cette équipe kabyle s'est faite rejoindre au score au quart d'heure de jeu avec cette égalisation. Donc on pensait que peut-être la tâche allait être plutôt facile pour les Canaries, mais au final, ça se corse. Messieurs, et il faudra marquer 2 buts, en tout cas pour la il faudra marquer 2 buts. Et puis à ce stade de la compétition, il n'y a plus d'équipe facile. J'avais dit tout à l'heure, on avait discuté dans les coulisses en disant que cette équipe des Léopards, c'est une équipe très modeste. Maintenant, le Swaziland n'est pas réputé pour attraper. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est explicable parce que avant de jouer ce match, retour, la JS Kabylie a été vraiment très chamboulée, perturbée par ils viennent pas. Donc, à un moment donné, la feuille de route de l'entraîneur tunisien, M. Souya, a été vraiment très perturbé. Et puis, si on voit la composante aujourd'hui, il y a au moins plusieurs joueurs qui n'ont pas participé, ils ne sont pas qualifiés. C'est une équipe bis qui a joué contre cette équipe des Léopards. Il y a du temps de jeu. J'espère que la JSK aura la possibilité de se qualifier. On fera un saut du côté du Stade Tizi Ouzou si jamais il y a du nouveau. Amel, vous nous dites, quand il y a des buts à Tizi Ouzou, vous nous faites signe pour revenir au Stade Tizi Ouzou pour voir en tout cas, Inch'Allah, les buts de la JSK, parce qu'on voit mal la JSK se faire éliminer dès ces 16e de finale. On passe, messieurs, à la 17e journée, donc je le disais tout à l'heure au sommaire, le CRB Louis-Z qui s'est adjugé le titre honorifique de champion d'hiver, donc pour la 3e année de suite. Le CRB prouve qu'il est le club, disons, phare du championnat depuis quelques années maintenant, et il est en train petit à petit en tout cas de s'imposer comme le favori incontesté du championnat national, notamment depuis la reprise en main du club par le groupe Madar. On va suivre justement le résumé du match qui a opposé le CRB au Wydad de Tlemcen, 3-0, un sujet signé Fatih Abada. C'est le match des deux extrêmes qui s'est déroulé hier au stade du 20 août 55. Le leader Belouizdadi face à la lanterne rouge, le Wad Tlemcen. Après une minute de silence à la mémoire de feu Abdelhamid Zouba, le match débute timidement. Il a fallu attendre la 19e minute de jeu pour voir une très belle action des protégés de Baketa, conduite par Tabti au milieu et Ait Abdeslem qui délivre un bijou de centre sur la tête de Merzougi qui, d'un joli heading, ouvre la marque pour le CRB. À partir de cet instant, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, des Tlemceniens qui se sont contentés de défendre. Le même Merzougi a failli doubler la mise à la 27e d'un joli lob des 18 mètres. N'était-ce la vigilance du keeper Bouchour qui s'étend pour sortir le cuir en corner. Le même Bouchour sauve sa cage à la 42e minute d'un but qui semblait certain après un tir de Tabti à l'intérieur de la surface de réparation. Mais ce n'était que partie remise puisque Khalfallah aggrave la marque 2 minutes plus tard après un joli centre de Tabti, et c'est sur le score de 2-0 que M. Meziani, le référé, siffle la fin de cette première période. La deuxième mi-temps débute exactement comme la première. Quelques incursions des attaquants Belouizdadi et quelques timides tentatives des Tlemceniens jusqu'à la 56e minute, lorsque Khalfallah trouve en profondeur Tabti qui se retrouve seul face à Bouchour et aggrave la marque pour le CRB à la 62e minute. Une minute plus tard, Bounoua du côté du Watt rate une occasion en or de réduire la marque lorsqu'il se retrouve seul face à Abdelkader. C'était la première véritable action des Tlemceniens. Le reste du temps n'apporte aucun changement au score et sur le score net de 3-0 que se termine cette partie et qui offre le titre honorifique de champion d'hiver pour le CR Belouizdad. Victoire donc du CRB Louis-Z, 3-0, on le disait, le CRB facile vainqueur du Watt de Tlemcen, 3-0, Ahmed Laharibi qui s'impose en tant que champion
de cette phase aller. Oui, le CRB a le profil pour avoir terminé premier et être champion de la phase aller. Et puis avant le début du match, le match n'était pas facile parce que le CRB la semaine passée avait perdu contre le Magra 1-0. Alors que le Wydad de Tlemcen avait gagné imposé le match face contre au l'MCO. Moi j'avais pensé que cette équipe du Wydad Tlemcen allait jouer d'une autre manière. Quand on voit les 3 buts marqués, on sent que c'est des buts, on dirait que l'entraînement, ça prouve que le CRB a été vraiment très efficace sur le plan offensif. Après la défaite de Magra, le CRB a su rebondir et a terminé champion d'hiver. Un petit mot sur le chef d'œuvre qui, encore une fois, réalise un excellent début de saison. Oui, victoire tout à fait logique. Il n'y avait pas de doute sur ça. Maintenant, moi, le CRB, c'est sûr, ils sont sur une lancée depuis pratiquement, c'est la 3e saison. Ils ont été 2 fois de suite champions d'Algérie, même si la première fois, en 2019, il y a eu quelques critiques, mais ils ont terminé ils étaient ex aequo avec Sétif. Maintenant, l'année passée, ça ne doutait, il n'y avait aucun doute sur leur championnat. Et cette année, ils sont bien partis. C'est vrai qu'il y a des équipes qui s'accrochent derrière. On revoit un peu Sétif reprendre leur vitesse de croisière. Bon, il y a toujours Saoura, mais je pense que le CRB est bien parti pour essayer éventuellement d'avoir le 3e titre consécutif. Maintenant, quant à Tlemcen, la sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps. Tlemcen, je pense qu'il y a encore toute la phase retour à jouer, mais là, s'ils continuent comme ça, ils sont voués directement à la relégation. Très très bien. Alors, on passe à un autre match, celui qui a opposé les deux Mouloudia. Mouloudia d'Oran au Mouloudia d'Alger, avec ce résumé. Classique, et à l'instant, donc, l'arbitre arabe qui lance cette rencontre. Je peux vous dire que le MCA est mieux loti que le MCO. En tout cas, on sent cette envie. Attention, le ballon, deuxième poteau. Et cette frappe assez molle qui n'inquiète pas le gardien Soufi. Cette frappe du numéro 17, effectivement. Donc, Morsli, ou plutôt Hamidi, du côté du Mouloudia d'Alger, l'ancien joueur. Morsli. Geltil. Au premier poteau, l'ouverture du score. Hors-jeu. L'arbitre siffle hors-jeu. Est-ce qu'il y avait position d'hors-jeu sur cette action? Le but signé Mekawi Zindine, mais l'arbitre, on le voit à l'image. Et on va revenir sur cette action. Et il y avait hors-jeu, mais il faut savoir aussi, est-ce que le ballon n'avait pas été dévié par un défenseur du Mouloudia d'Alger sur cette action? Récupéré par frappe par Morsli. Ballon, frappe non cadrée en tout cas. Et attention au contre du côté du Mouloudia d'Alger. Attention à Tahar qui redonne à Abdelhafiz, frappe. Et superbe frappe. C'est Zaidi qui a tiré. Il recule d'un cran en tout cas au milieu du terrain. Et attention à Tahar pour Esso. Et superbe frappe. Et le gardien Soufi, attention. Et encore une fois Soufi qui s'interpose grâce à cette claquette après cette frappe de Morsli. On revoit l'action. C'est Esso qui tire le premier. Double arrêt. Oui. Il sort, oui, c'était le ballon allait vers au fond des filets. Parfaitement joué, une manie excellente. Mekawi. Ouverture. Numéro 13, Belaribi, parfaitement joué pour Djabout, penalty. Penalty en faveur du MCO sur cette action. Il suffit de rien du côté du MCO. Une petite pour peut-être faire la différence. En tout cas, Arabe était bien placé. On revoit Belaribi qui trouve Djabout. Et Djabout qui obtient plutôt le numéro 17 du côté du MCO. En tout cas, Djabout qui est concentré et qui va s'élancer pour essayer d'ouvrir la marque en faveur du MCO. Et but. Ouverture du score pour le MCO. Alors que cette équipe n'avait quasiment rien montré offensivement, du moins. Cette saison, c'est assez solide quand même. Oui, assez solide. Et puis c'est ça le football. Au classement.
Mais ce qui est certain, attention à cette frappe de loin. Superbe frappe. De Legra. De Legra et le gardien. C'est la fin de la partie. Et à l'instant, l'arbitre de cette partie arabe qui met fin au débat de cette partie, donc qui voit le Mouloudia d'Oran l'emporter. Et donc le Mouloudia d'Oran qui l'emporte 1-0. On a commenté le match tous les deux, Ahmed Laribi. Et on le disait même en direct hier que le MCO peut-être n'a pas fourni le meilleur match de sa saison, mais en tout cas le MCA avait réalisé un bon match dans l'ensemble. C'était procuré quasiment les meilleures occasions du match, même si on n'avait pas énormément. Mais au final, c'est le MCO qui l'emporte grâce à ce penalty. Et cette erreur, on peut le dire, cette erreur d'appréciation en tout cas du défenseur RBI, défenseur sur ce match, qui tire par le maillot le jeune joueur du MCO, Bouktaya. Oui, c'est vrai, si on doit analyser ce match, c'est vrai, on l'avait commenté vous et moi hier. Il y a deux mi-temps différentes. La première temps, on s'est un peu endormi, vous et moi. Mais en deuxième mi-temps, on a senti que cette équipe du Mouloudia d'Alger a été beaucoup plus entreprenante au niveau des actions offensives. Et le ballon n'a pas voulu rentrer. Puis c'est ça le football. Bouakaz, l'entraîneur tunisien du Mouloudia d'Oran, a chamboulé toute son équipe. Il a incorporé presque 6 à 7 joueurs. C'est la composante qui avait démarré avant que Bouakaz ne prenne les rênes de ce club, à l'époque de Azdena et Djoudi. Il est revenu à l'ancienne équipe, ça a donné ses fruits. Et puis, hier, quand on a commenté le match Sahel, vous avez parlé de Djabout en disant qu'il s'est joué très bien quand il est dos au but. C'est une spécialité, c'est une particularité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. Le MCA lui réussit à chaque fois, il marque des buts. Et puis, le changement opéré par M. Bouakaz, les deux changements, à savoir Bouktaya et Belaribi, ont apporté du punch sur le plan offensif. Sur le Mouloudia d'Alger, qui perd pour la deuxième fois de suite, 2 défaites concédées de manière consécutive. Ça fait mal. Voilà, après l'AS Ochlef et le MCO. Est-ce qu'il y a le feu à la maison, Abdelnor? Moi, j'espère que non. C'est vrai que deux défaites consécutives, et puis il ne faut pas oublier qu'une semaine avant la défaite de Schlef, ils avaient joué contre Shalom Laïd, qu'ils avaient battu très difficilement. Donc ça fait 3-4 matchs que le Mouloudia est en train de se rechercher, d'avoir des résultats négatifs. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas y avoir le feu à la maison. Il est encore temps. Est-ce que on sait que sur le marché des transferts, alors que le Mouloudia d'Alger avait pour habitude chaque mercato, en tout cas, de recruter à l'appel. On a vu déjà à l'intersaison que c'était un recrutement assez étudié et surtout, on n'a pas mis beaucoup d'argent et c'est pareil pour le mercato hivernal. On voit que même si les supporters demandent du renfort, on voit que du côté de la direction, on ne veut pas un petit peu mettre l'argent. Même si l'argent, il n'y en a pas actuellement voilà, du côté. C'est ça le gros problème. Vous savez, comme on dit à l'époque, la fontaine était bien ouverte. C'est ça. Donc on pouvait tirer beaucoup de ce qu'on voulait comme moyen. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Le Mouloudia a un petit budget comparativement aux grosses cylindrées qui sont en train à l'image de l'USMA, du CRB, de Savra. Et pourtant, c'est la Sonatrach qui... Oui, mais la Sonatrach a décidé de réduire un peu le budget du Mouloudia. C'est vrai que pendant ce mercato, il devait recruter des attaquants africains. Mais pour ramener un attaquant africain, il faut quand même avoir des moyens financiers assez conséquents. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont avoir ces moyens-là, ou trouver d'autres ressources, autres que celles de Sonatrach? Et ça serait l'idéal pour le Mouloudia, pour pouvoir un peu... Là, ils ne sont pas encore très loin du groupe du CRB. Donc tout est encore jouable. Oui, mais il y a 6-7 points de différence, avec un match de retard, il ne faut pas l'oublier. Un match de retard contre la JSKF, hein, bien sûr. Donc ça va être un peu difficile pour peu maintenant que les dirigeants puissent trouver les moyens de pouvoir sortir le Mouloudia de l'impasse dans laquelle ils sont en train de vivre. Et on va parler de la JS Sawa qui... à la surprise générale, si on doit parler ainsi, a été tenu en échec par une belle équipe du RC Lerba. On parle de surprise puisque généralement cette équipe de la Sawara est souvent intraitable à domicile à Béchar, mais cette fois-ci a été donc contraint au match nul 0 partout. La GS Sawara deuxième au classement, donc avec 32 points et qui perd des points à domicile.
Ahmed Laribi. Bonne opération pour l'Herba. Mine de rien, le RC l'Herba, malgré un début de saison chaotique, notamment avec, on se rappelle, le problème des licences et tout ce qui va avec, et ces matchs perdus en début de saison, mais on voit que depuis quelques matchs, cette équipe de l'Herba, petit à petit, elle monte au classement, déjà 10e avec 21 points, et qui a le mérite d'avoir tenu en échec la GS Saoura chez elle. Oui, c'est vrai, depuis trois matchs, on sent que cette équipe de là-bas a repris confiance, elle a grignoté pas mal de points. Aujourd'hui, elle est allée ramener un nul ô combien précieux face à cette équipe de Saoura, qui a toujours été intraitable à domicile. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, la GS Saoura, cette année, s'essouffle un peu. S'essouffle un peu, et puis elle perd beaucoup de points à domicile, des choses qui n'étaient pas auparavant comme ça. Ça fait partie du jeu. Peut-être que les joueurs ont perdu confiance, ils n'arrivent pas à marquer des buts à domicile. La force de la GS Saoura, c'était quand ils jouent à domicile, ils marquent des buts. Là, à chaque fois, il y a un 1-0-0, ça prouve qu'il y a une panne sur le plan offensif. Je peux vous dire que la GS Saoura a les possibilités, a les capacités de revenir dans son championnat. Quand on voit qu'ils sont à 4 points du CRB, donc c'est jouable et c'est réalisable. On passe à un autre match, celui qui est opposé à Biskra, l'US Biskra, cette surprenante équipe Biskri qui continue un petit peu de réaliser un bon début de saison, et elle enchaîne avec une nouvelle victoire donc à domicile. Cette fois-ci, face au net, ça n'a pas été facile. On va suivre le résumé signé Ismaël Benqaidia. Voilà, les 22 acteurs sont sur le terrain. Et dans quelques instants, bon d'abord bien sûr il faut le rappeler, on va bien sûr observer une minute de silence à la mémoire de feu Hamid Zouba, Allah yarhamou, une icône du football, le 11 points en bas, voilà c'est parti pour ce combat footballistique qui j'espère sera à la hauteur des espérances de la poignée de spectateurs qui sont là. Allez, coup franc. On va chercher directement et le gardien qui relâche le but. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Bousalem. Voilà, c'est de Boulouden, pardon. C'est lui qui ouvre la marque après ce renvoi du gardien Wabdi. Le coup franc qui a été joué, je crois, par Bousalem. Et à la retombée du ballon, il y avait Boulouden qui ne s'est pas privé pour battre le gardien Wabdi. Ça fait Boulouden qui permet à son équipe de mener 1-0. Allez, c'est terminé. On a joué quand même 3 minutes de temps additionnel. Je vous rappelle que le Nasriya de Hussein Dey mène 1-0 ici à Biskra face à l'US Biskra grâce à Boulouden. Oui, le centre là. Oh, le but! Oh, le but de Boukaroum! Oh mon Dieu! Ah, il est fou! Ah, il est fou! Il a tenté la reprise et il a lobé. Ça ressemble à un Blaili. Elle s'est couchée dans le petit filet. Ah, là, c'est un but. Mais vraiment, quelle reprise qui n'a donné aucune chance au gardien Botaga qui s'est fait lober. Mais mon Dieu! Quelle reprise de volée de Boukaroum. Ça mériterait bien plus qu'un ralenti. Alors regardez comme elle est venue. Et il a pratiquement centré. Mais regardez, dans la lucarne. Mon Dieu, quel but de Boukaroum. Un petit ballon cloche, on cherche la remise. C'est le but. Oh, le but de Mokhtari, ou plutôt de Lakhdari. Oh, le but, ça a été construit. Et Lakhdari qui a 5 minutes de la fin, très loin. Regardez, très belle remise de Nasreddine Khouel. Et les deux actions, je vous le disais, quand les attaquants ne marquent pas, ce sont les défenseurs qui viennent suppléer de battre le gardien, mais ça va être difficile de très loin. Et le ballon dévie en corner. Ahmed, je parle à Ahmed, la réalisatrice. On est en direct pour faire un saut du côté du stade de Tizi Ouzou, puisqu'on approche, selon
on approche de la fin de la première mi-temps. Voilà, avec toujours ce match nul, un but partout, et on le rappelle, là, pour l'instant, la GSK a été éliminée. À chaque fois qu'on vient au stade de Tizi Ouzou, la partie est à l'arrêt, messieurs. Finalement, et ça, il faudra faire attention à cette équipe, à cet adversaire, évidemment, qui va essayer de grappiller un maximum de temps, sachant que le match nul... évidemment fait leur affaire, ces joueurs des Royal Léopards. On revient sur le plateau. S'il y a du nouveau, évidemment, Ahmed, comme à chaque fois, vous nous tenez au courant. Donc on va parler d'un autre match. On va rester déjà sur ce match US Biskra Ned. On a vu ce superbe but, cette égalisation venue d'ailleurs. Oui, un but venu d'ailleurs, c'est vrai, il a tenté le diable, il l'a eu. Et puis on avait parlé avec Abdelnour sur la position du gardien de but. C'est vrai qu'il s'est fait avoir, il aurait dû être devant que derrière. Et puis le deuxième but... derrière plutôt que devant. Voilà. Derrière. Et puis quand on voit le deuxième but encaissé, on voit qu'il y a une passivité totale de la défense du NED. Ça prouve qu'ils sont vraiment dans une mauvaise position. On sent que chez le NED, qu'il y a quand même quelque chose de positif chez eux. Ce sont de jeunes joueurs qui essaient de développer un beau football. Mais sur le plan mental, c'est très facile. Et aussi, il y a eu une préparation estivale tronquée. C'était quasiment le dernière équipe à reprendre les entraînements. Passe à un autre match et une belle victoire, là aussi, du NC Magra qui s'impose à l'extérieur. On va voir les buts et ce sujet signé Ilyes Benzien. De la phase aller et après une minute de silence en hommage aux figures emblématiques du football algérien, Abdelhamid Jouba et Abdel Jilali, l'équipe du Rapide de Rilizen a reçu son homologue, l'équipe du Nejm Magra, dans une rencontre difficile pour les deux clubs pour décrocher les 3 points, et un tir du joueur Siamar de l'équipe locale rata son objectif et une rapide contre-attaque de l'attaquant des visiteurs Haitala a suivi, mais sa balle ne fut pas efficace également. À la 19e minute de jeu, le même joueur menaça la défense du RCR en exécutant une balle vers la barre transversale, alors que les tentatives offensives du Rapide de Rilizen ont été marquées par une précipitation et un manque flagrant d'efficacité, comme le coup franc exécuté par le capitaine de l'équipe Beller. Et dans la 2e minute du temps additionnel de la première mi-temps, le joueur Hetala marqua un beau but avec l'art et la manière. La 2e mi-temps a été caractérisée par diverses tentatives offensives, toutes inefficaces face à l'équipe locale. Dans le côté adverse, le jeu était marqué par des contre-attaques que le gardien du RCR Bouzder a pu intercepter avec brio, notamment celle du capitaine d'équipe de Men. Et 7 minutes avant la fin de la rencontre, les joueurs du Rapide de Rilizen ont pu égaliser le score grâce au défenseur Barka. Et à la 2e minute après le temps réglementaire, l'équipe du Nejm Magra a réussi à inscrire le but de la victoire, signé Demen Akram. من الجزائري دائما واقف معنا مع بعض نروحوا بعيد. عنده الحق، لازمني ايكيب باش ننجح. تبعوني مع بعض نروحوا بعيد. انا ارسل وارسل. وهكذا العالم يسمع بينا ويعرفونا وش قادرين نديرو. كان على بالي باللي جا هاد النهار بس ماشي لهاد الحد. رانا لحقنا.
ما في واش راك دير وزيد عندك فريق مليح حاجة ما تكون مستحيل. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. De retour sur le plateau de C'est l'heure du foot, vous êtes en direct sur Canal Algérie et on était avec ce match, cette victoire, belle victoire du NC Magra en déplacement face au RC Rudizé. Le NC Magra, moi, avant de rejoindre, de rallier plutôt le Cameroun, j'avais laissé le NC Magra bon dernier du classement et quasiment 4 semaines plus tard, et je retrouve cette équipe à la 11e place et une victoire. Ils ont aligné de très bons résultats. Maintenant, à l'image de la saison dernière, quasiment. Oui, la saison dernière, c'est plutôt le jeu. Oui, avec la venue de Aziz Abbas qui avait réussi à redresser la barre également. Bon, cette année également. Mais moi, c'est beaucoup plus Relisen actuellement qui est en train de. Avant-dernier. Et ça va être très difficile pour eux. Autant Magra a peut-être les capacités pour pouvoir encore grimper et éviter la relégation, autant Relisen se retrouve dans une situation très très difficile. Et le dernier match de cette journée, plutôt le dernier match disputé ce week-end, puisqu'on rappelle, il y aura d'autres matchs qui vont se jouer demain. On aura donc AS Ochlef CS Constantine demain à 17h et USMA d'Alger Entente de Sétif. Superbe match au stade d'Omar Hamadi de Boulourine à partir de 18h. Alors que le match GS Kabylie Paradou est reporté à une date ultérieure, puisque la GSK, on le disait, joue en ce moment même à Tizi Ouzou son match retour des 16e de finale bis face au Royal Léopard, match nul, un but partout pour l'instant. Et donc un dernier match qui a opposé le Hilal Chelroum Laïd face à l'Olympique de Médéa et Chelroum Laïd qui enchaîne aussi avec une nouvelle victoire à domicile, 2-0 face à l'Olympique de Médéa. On va voir les images de cette rencontre. Donc, et l'Olympique de Médéa, là aussi, j'avais laissé Médéa quasiment en haut du classement et c'est la dégringolade pour cette équipe qui enchaîne en fait 10 défaites de suite avec un départ de vous avez laissé Magra en bas, elle est montée. Vous avez laissé Médéa en haut, elle est en bas. C'est ça, exactement. Après Lisette, je la retrouve avant. C'est ça la magie du football. Ah bah rapidement, en quasiment 2-3 semaines, ça change et c'est ça la magie du football aussi. Rien n'est figé. Sur ce match, je voudrais simplement dire que depuis quelques matchs, on sent que Chelroum Laïd, avec l'arrivée du coach Abbas, il a un petit peu secoué le cocotier. Et puis, ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce football, c'est les performances négatives de l'OMDA. C'est une équipe qui a aligné 10 défaites consécutives, c'est du jamais vu. Non, sur 30 points. Oui, c'est vrai, laisser aller parce qu'on peut en parler davantage. Bon, c'est pas du jamais vu, puisqu'on rappelle déjà que la saison dernière, la GSM Skikda avait aligné quasiment pratiquement. Pas 10 défaites consécutives. Je parle de défaites. Ah oui, il y a eu 15 il y a eu des nuls au milieu. Oui, mais là, perdre 10 matchs d'affilée, c'est inconcevable. Surtout en début de saison. Exactement. Et puis. La barre technique a été confiée à Lemouchia avec tout son courage. Il n'a pas su comment redresser la barre. Mais je suis vraiment très peiné pour cette équipe de l'OMDA. Après l'arrivée de Hassan Hammar, on avait senti qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été le cas. C'est une équipe qui est classée 16e, donc avec 10 défaites. Avec 10 défaites, c'est une descente aux enfers. Ouais. Messieurs, place désormais au résultat complet et partiel, puisque je le disais, il y a encore 3 matchs à disputer dans cette 17e et dernière journée de la phase aller, et le classement est en revient. Et donc, voilà, il y a un petit problème de son, donc pas de musique. Et je le disais, donc avec les résultats donc, de cette 17e journée, vous les avez dans ce tableau plutôt. Et on aura dans quelques instants le classement avec donc, le CRB du Z, évidemment premier, je le disais, champion
d'hiver qui s'est adjugé donc ce titre de champion d'hiver, suivi de la GS Saoura, Entente de Sétif et CS Constantine, alors que en bas du classement, le Wydad de Tlemcen avec 9 points, donc est bon dernier. Relisen et Médéa sont juste derrière et le Nehd est 15e. Messieurs, on passe à présent à la Ligue 2 après ce jingle. Et rapidement, messieurs, donc cette Ligue 2, on va commencer par le centre-ouest avec le RC Kouba, toujours leader. En tout cas, le RC Kouba, j'ai laissé ce club. Ils sont toujours premiers. Ils sont toujours premiers. Et surtout avec une nouvelle victoire à Ben Aknoun, 2-0. Mais le RC Kouba, au final, n'a que 3 points d'avance sur Témouchent, le CR. 5 points et l'équipe d'El Biad arrive en 3e position. Vous pensez que ça va être dur pour le RCK, même si sur le papier on peut parler d'un RCK largement dominateur et favori pour l'accession, mais 3 points, tout reste jouable après 16 journées. Oui, 3 points, c'est pas beaucoup, c'est jouable, c'est réalisable, mais la force de cette équipe de RC Kouba, c'est qu'elle a presque réussi à ramener beaucoup de points, si ce n'est pas des victoires à l'extérieur. Bon, j'avais pensé que Belaknoun allait réagir, ça n'a pas été le cas. Kouba tient bon le coup. Kouba qui a deux joueurs très chevronnés devant. Il y a Gasmi et Yahya Sherif. Donc ce sont 2 recrues d'expérience qui apportent le plus à cette équipe du RC Kouba. Et du côté du 113, donc GS Borjmlain toujours premier, là aussi avec 4 points d'avance sur l'USM Annaba, GS Borjmlain qui a été tenu en échec donc à Constantine. On va suivre tous les résultats de cette 16e journée de Ligue 2 et donc et les classements. On va commencer donc par ce groupe. Voilà, on arrive au terme de notre 16e numéro de la saison. Merci messieurs d'avoir été présents. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et surtout, ça passe très vite. Hein. Très très vite, et effectivement. Merci Ahmed, on se donne rendez-vous dans les prochains rendez-vous. On va commenter les matchs, vous et moi. Je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler de football. Merci à vous. On remercie évidemment toute l'équipe technique ainsi que tous les journalistes qui ont travaillé sur ce numéro. On vous dit à la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Algérie. لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.